Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en RD Congo à la demande de l'Afrique du Sud, ce après le report de l'annonce des résultats par la commission électorale. Le général Djibril Bassolé, qui serait impliqué dans le putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, a refusé ce lundi d'évoquer les écoutes téléphoniques. C'est pourtant la pièce maîtresse du dossier d'accusation. Enfin, le procès de 28 personnes soupçonnées d'implication dans l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie s'ouvre ce mardi, près de 2 ans après le meurtre en Karavois à la main du prédicateur turc Fethullah Gülen. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Le calme régnait ce mardi matin avec le retour d'Internet à Libreville, la capitale du Gabon, où une tentative de coup d'État militaire a échoué. La veille, la circulation avait repris sur le bord de la mer et sur le boulevard Triomphal, siège de la radio-télévision nationale RTG, où l'appel au soulèvement lancé par quelques soldats a eu lieu lundi à l'aube. La plupart des commerces et lieux de restauration fermés depuis lundi matin ont rouvert ce mardi. Un fort déploiement des forces de sécurité est visible dans la capitale depuis ce lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, des blindés de l'armée gabonaise ont patrouillé en ville. Aux environs de minuit, quelques coups de feu sporadiques ont été entendus dans le quartier populaire Rio de Libreville, selon des sources concordantes. Si la chaîne de télévision nationale Gabon Première avait repris ses programmes lundi dans la soirée, la chaîne d'information en continu étatique Gabon 24 restait coupée ce mardi matin. Lundi matin, une dizaine de militaires de la garde républicaine ont tenté un coup de force en appelant sur la radio d'État au soulèvement pour sauver le pays du chaos. Le gouvernement de la République a mis en place un dispositif d'intervention dont le déploiement rapide et efficace a permis de neutraliser et d'arrêter les membres de ce groupuscule. Au cours de cette opération, il a été enregistré 2 morts parmi les insurgés. Le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. Cette tentative de putsch condamnée unanimement par l'ONU, l'Union africaine et la France est quasiment inédite au Gabon, petit pays d'Afrique centrale d'1,8 million d'habitants, réputé stable. Elle s'est déroulée en l'absence du président Ali Bongo Ondimba, qui se trouve hors du pays depuis 2 mois et demi. Victime d'un accident vasculaire cérébral le 24 octobre dernier en Arabie Saoudite, le chef de l'État gabonais, âgé de 59 ans et dont la famille est au pouvoir depuis 1967, a été transféré au Maroc où il poursuit depuis sa convalescence. Sa date de retour au Gabon est inconnue. Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en République démocratique du Congo à la demande de l'Afrique du Sud, ce après le report de l'annonce des résultats par la commission électorale. C'est ce qu'ont indiqué des diplomates. Plus de précisions à travers ces images. La réunion publique prévue initialement mardi devrait avoir lieu vendredi selon les diplomates du Conseil de sécurité. Ses membres s'étaient réunis vendredi à huis clos à la demande de la France, mais les différentes puissances n'avaient pas réussi à s'entendre sur un communiqué de presse avant la publication des résultats en République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie et de la Chine, ont pesé fortement pour retarder toute initiative jusqu'à ce que les résultats soient annoncés, selon des diplomates. Dimanche, la commission électorale en RDC a renvoyé sine die la publication des résultats provisoires, affirmant que seuls 53% des résultats avaient été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Les Nations Unies ont hâte de voir la publication dans les meilleurs délais des résultats provisoires par la commission, a dit le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric. Tous les acteurs en RDC ont la responsabilité d'aider à garder un environnement sans violence pour garantir une fin de vote pacifique qui reflète la volonté du peuple congolais, a-t-il ajouté.
Avant la réunion du Conseil vendredi, l'ambassadeur sud-africain de l'ONU, Jerry Matjila, avait indiqué à des journalistes que le monde devrait être très patient pendant le décompte des voix. Pendant la réunion, la France avait souhaité publier des éléments de presse au nom du Conseil pour exhorter Kinshasa à respecter l'issue du scrutin. À Madagascar, c'est ce mardi que la Haute Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle du mois dernier. Plus de précisions à travers ces images. La justice malgache proclame ce mardi les résultats officiels de l'élection présidentielle de décembre, dont la victoire a été attribuée à André Rajoelina malgré les accusations de fraude de son rival, Mak Ravalomanana. Sur les résultats publiés par la commission électorale, l'ancien président Rajoelina, 44 ans, a nettement remporté le second tour, disputé le 19 décembre en recueillant 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son prédécesseur à la tête du pays. Mais arrogant de fraude massive, son rival Mak Ravalomanana a immédiatement saisi la haute cour constitutionnelle. Depuis une semaine, plusieurs centaines de ses partisans ont défié l'interdiction des autorités pour manifester à 5 reprises sur l'emblématique place du 13 mai, au cœur de la capitale Antananarivo, et exiger la vérité des urnes. Mais ces rassemblements ont été dispersés à grands jets de gaz lacrymogène par la police qui a procédé à des arrestations. L'élection présidentielle du mois dernier s'est déroulée sans incident majeur, mais elle a été le théâtre d'une lutte féroce entre Ravalomanana et André Rajoelina, qui domine la vie politique de la Grande Île depuis plus de 10 ans. Les deux hommes avaient été interdits de candidature à la présidentielle de 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise validé par la communauté internationale. L'investiture du nouveau président est prévue pour le 25 janvier prochain. Je l'annonçais en titre, le général Djibril Ipene Bassolé, l'un des auteurs présumés du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, a refusé ce lundi au procès d'évoquer les écoutes téléphoniques. Et c'est pourtant, de l'avis de tous, la pièce maîtresse du dossier d'accusation. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères est poursuivi sur la base de l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, dans laquelle celui-ci semble affirmer son soutien au putsch du 16 septembre 2015. « Je ne souhaite pas faire le moindre commentaire », a déclaré Bassolé à la barre, interrogé par le parquet sur le contenu des écoutes téléphoniques au 3e jour de sa comparution, le procès ayant été suspendu pendant 2 semaines pour les fêtes. Selon lui, les écoutes dont la retranscription a été lue par le parquet ont été fabriquées, manipulées. Ce sont des enregistrements sauvages placés à dessein dans le dossier pour l'accabler. Selon le procureur militaire Alioune Zanré, un rapport d'expertise conclut que les analyses acoustiques et linguistiques n'ont produit aucun indice ni trace de trucage ou de montage. Mais il a refusé de dévoiler le procédé par lequel ces enregistrements ont été obtenus. Le même expert a dit que la gamme de fréquences surpasse le standard international pour GSM mobile. En clair, ce n'est pas le résultat d'une écoute classique, mais un contenu obtenu autrement, a retorqué le général Bassolé. Accusé de trahison, complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures, au cours du putsch qui a fait 14 morts et 270 blessés, il risque la prison à perpétuité. Au total, 84 accusés sont jugés depuis février, dont le général Gilbert Diendéré, le principal accusé et cerveau présumé du coup de force manqué, qui a comparu pendant 2 semaines avant Bassolé. C'est désormais parti pour les auditions de la commission Vérité et Réconciliation de Gambie. Des témoins vont défiler dans le cadre de l'enquête sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de l'ex-président Yahya Jammeh. 2 ans maintenant que le président Yahya Jammeh est parti du pouvoir en Gambie. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée en octobre et formée de 11 membres, a auditionné son premier témoin lundi.
Il s'agit de Ebrima Chongan, un responsable de la police pendant le coup d'État ayant porté l'ancien chef d'État au pouvoir en 1994. Il a affirmé avoir été arrêté après le coup d'État de Jammeh et emprisonné dans la banlieue de Banjul. Instituée par une loi en décembre 2017, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation dispose de pouvoirs d'enquête et pourra, au terme de ses travaux, dans 2 années, recommander des poursuites ou des réparations. Elle est présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies et comprend 4 femmes. Pour la directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le début des auditions de la commission est un important premier pas vers la garantie de justice, de vérité et de réparation en Gambie. Cela montre un fort engagement du gouvernement de rompre avec un passé fait de systématiques violations des droits humains. La sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CEDEAO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises. Le procès de 28 personnes soupçonnées d'implication dans l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie s'ouvre mardi, plus de 2 ans après le meurtre. Derrière ce meurtre, Ankara voit la main du prédicateur Fethullah Gülen, bête noire du pouvoir turc. L'ambassadeur Andrei Karlov a été tué le 19 décembre 2016 par un policier turc en congé ce jour-là, lors du vernissage d'une exposition dans le centre-ville de la capitale turque. Le meurtrier, Mevlut Mert Atlantas, avait affirmé avoir agi pour venger Alep, la grande ville du nord de la Syrie, alors en passe d'être entièrement reprise par le régime syrien avec l'appui de Moscou. Il a été abattu au cours d'une fusillade avec des policiers sur le lieu de l'assassinat. Mais la Turquie a très vite désigné comme responsable le réseau de Fethullah Gülen, qualifié de groupe terroriste par les autorités turques qui lui imputent le putsch manqué contre le président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016. 12 des 28 suspects jugés jeudi sont poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste et les autres sont accusés notamment de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et meurtre ou tentative de meurtre avec un objectif terroriste selon l'acte d'accusation. 13 d'entre eux sont actuellement en détention préventive. Selon l'acte d'accusation, ce meurtre était un acte visant à créer un environnement de chaos et à briser les relations bilatérales entre Ankara et Moscou en provoquant un conflit ouvert entre eux. Le procureur d'Ankara réclame la peine de mort à perpétuité pour l'ensemble des personnes accusées. L'assassinat avait eu lieu en plein réchauffement des relations entre Ankara et Moscou, entamé après une grave crise provoquée par la destruction d'un bombardier russe par l'aviation turque en novembre 2015 au-dessus de la frontière syro-turque. Depuis, la Turquie et la Russie ont nettement renforcé leur coopération, notamment en Syrie, où ces 2 pays soutiennent pourtant des camps opposés. Pour finir, au Venezuela, le président Nicolás Maduro va commencer jeudi prochain un 2e mandat de 6 ans, et ce, malgré que le Parlement, contrôlé par l'opposition, ait déclaré le week-end dernier illégitime son nouveau mandat. Après une réélection le 20 mai dont les résultats sont contestés par l'opposition, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et 12 pays d'Amérique latine, le président vénézuélien Nicolás Maduro va prêter serment le 10 janvier prochain devant le tribunal suprême électoral et non devant le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Il commencera ainsi un 2e mandat de 6 ans qui coïncide avec l'entrée en fonction au Brésil du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui devrait prendre la tête d'une coalition régionale soutenue par les États-Unis pour s'opposer à un régime qu'il qualifie de dictatorial. Nicolás Maduro est accusé par ses détracteurs de mener une gestion économique erratique et d'être un dictateur accaparant tous les pouvoirs. Le week-end écoulé, le Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition, a déclaré illégitime le nouveau mandat du président Nicolás Maduro, qui doit débuter le 10 janvier, promettant d'encourager un gouvernement de transition et des élections libres. Pour rappel, l'Assemblée parlementaire vénézuélienne avait échoué en janvier 2017 à obtenir le départ anticipé du chef de l'État socialiste pour manquement au devoir de sa fonction. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.